Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je dois commencer en disant que ça me fait très plaisir de vous retrouver physiquement, même si vous vous êtes cachés tous derrière le masque. J'ai enlevé le mien, si vous me le permettez, pour vous dire un petit mot. Hein. Voilà, vous serez obligé de l'enlever si vous voulez boire un coup après, comme le dit un de nos membres éminents. Voilà, alors on est réunis pour une dernière séance, une dernière rencontre et, en ce qui me concerne, un dernier discours. C'est un moment particulier pour le Conseil de développement et tous ceux qui ont participé à des degrés divers à ces travaux et à ces rencontres. Je vous remercie tous, particulièrement ce soir, et plus largement tous ceux qui ont été des compagnons de route de cette aventure. Je ne peux pas avoir un mot pour chacun, mais le cœur y est. Pour parler le langage des séries, qui est très actuel, le Conseil termine ce soir sa saison 1. Alors elle a été longue et passionnante. 25 ans, excusez du peu. Et il y a bien sûr une saison 2 qui va s'ouvrir avec une nouvelle trame, de nouveaux acteurs et de nouveaux épisodes. Le Conseil de développement est une institution, comme vous le savez, obligatoire, prévue au Code général des collectivités territoriales, mais celui-ci laisse une grande marge de manœuvre aux intercommunalités pour en définir les contours. La métropole a fait ses choix pour l'avenir, et elle est légitime pour cela. Un pacte de citoyenneté métropolitaine vient d'être adopté le 8 octobre dernier en Conseil communautaire. Il définit les grands principes du dialogue citoyen et décide une refondation du Conseil de développement. Je note au passage, modestement, que l'expression citoyenneté métropolitaine, reprise par la métropole, a été, entre guillemets, inventée au Conseil de développement. Les grandes missions du nouveau Conseil de développement seront les suivantes et reprennent pour partie les propositions que nous avions nous-mêmes formulées. Anticipation et prospective ouverte de type chambre du futur. Promotion du débat public et des controverses en tant que pôle de débat public sur le territoire. Repérage et connaissance des initiatives, des acteurs en matière de citoyenneté active, interpellation permettant une mise à l'agenda de sujets portés par les citoyens et les acteurs du territoire. Une mission de préfiguration du nouveau conseil, composé de citoyens désignés par la métropole, se mettra au travail en janvier pour construire la nouvelle formule du conseil. Composition, gouvernance, organisation. Certains d'entre vous seront peut-être sollicités à titre personnel pour une audition ou une expertise. C'est la métropole, évidemment, qui en fera le choix, ou pas. Un nouveau conseil naîtra donc à l'été 2022 et je lui souhaite par avance bon vent. Ce soir, je ne vais pas retracer l'histoire de la saison 1, ce serait trop long. On la trouve encore sur le site du conseil et vous voyez sur l'écran derrière moi passer quelques publications, quelques photos de nos rencontres. Cette histoire est en train d'être archivée actuellement par Gabriel et par Brigitte. Je ne veux pas non plus livrer un plaidoyer pro domo. Nous n'avons pas à justifier ce que nous avons fait pour le territoire. Je pense modestement que nous avons fait beaucoup et j'espère qu'un jour un chercheur se penchera sur cette expérience nantaise originale. Je voudrais simplement ce soir vous livrer une réflexion générale et évoquer quelques moments personnels dans cette aventure. Nous pouvons aussi avoir un échange avant de conclure par un verre de l'amitié. Ma réflexion générale portera sur la participation et l'état de la citoyenneté. Elle sera brève. Nous représentons ici une participation, je vais dire, un peu vintage, faite de débats sereins, de connaissances partagées, de confrontations aussi, mais sur des bases solides. Nous avons une culture de l'écrit, de l'approfondissement. Nous avons aussi une culture de l'effort intellectuel. À l'heure des réseaux sociaux, de la démocratie de la punchline, notre côté sérieux, un peu suranné sans doute, peut sembler décalé.
Mais c'est bien ce décalage que nous avons cultivé pour produire une certaine qualité de travaux et un peu de pensée. Et c'est ainsi, grâce à ce décalage, que pendant des années, nous avons donné la parole à toutes sortes d'acteurs, et notamment aux plus jeunes, à travers les 10 années d'expérience conduites avec les jeunes du service civique. Nous avons pratiqué une participation naturelle, sans additifs, quasi bio, pour tout dire. Aujourd'hui, la participation s'est professionnalisée. On a développé ce qu'on appelle une ingénierie de la participation avec des gens formés, tout à fait compétents. La participation est devenue plus technique avec des normes et des codes. Un discours s'est développé avec toutes les apparences de la rationalité, j'espère plus d'ailleurs que les apparences, mais aussi le risque de l'uniformité. Cette approche était sans doute nécessaire pour s'adapter à une nouvelle demande citoyenne. Mais aujourd'hui, et je veux insister sur ce point, ni notre méthode à l'ancienne, ni celle plus contemporaine ne seront adaptées dans un avenir proche. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est d'abord la société de l'émotion et des ressentis individuels. François Dubay, que nous avons reçu ici, a théorisé cela. On ne revendique plus en fonction de sa classe sociale, mais de son expérience personnelle, de son ressenti. L'émotion est respectable, mais elle reste individuelle et intime. Quand les émotions s'amalgament, s'entrechoquent et qu'elles deviennent une des bases de la décision publique, il y a un risque démocratique. Les émotions ont submergé l'espace politique et social et elles ont un écho à travers les réseaux sociaux. Dès lors, toutes les outrances, même les pires, ont droit de citer. Et la période est fertile en ce moment pour les outrances. Dans ce magma émotionnel, la décision publique est de plus en plus difficile. Nous perdons de vue l'intérêt général, l'universalisme, le collectif, au profit de l'identitaire et du citoyen consommateur. Dès lors, et ça sera ma conclusion, je crains que dans l'avenir, les collectivités aient plus besoin de psychologues que de sociologues pour gérer la relation aux citoyens. Et puisque je parle d'émotions contenues, en ce qui me concerne, je voudrais évoquer quelques moments marquants dans cette histoire du Conseil de développement. Je vais en citer deux qui sont pour moi des moments forts de la période où j'ai assuré la présidence du Conseil. Le premier moment fort, ça a été la succession de Jean-Joseph Fréjean. Il a été le président de la conférence consultative de l'agglomération, créée en 1996 par Jean-Marc Ayrault, ici présent, qui avait senti que l'intercommunalité n'étant pas élue au suffrage universel, c'est toujours le cas d'ailleurs, il était important, d'une manière un peu nouvelle, de consulter les habitants et les citoyens du territoire pour débattre des questions qui les concernaient. Jean-Joseph Fréjean est décédé en 2009 et j'ai été nommé à sa succession en 2010. C'était un triple défi pour moi. J'ai entendu Brigitte Ayrault raconter ça dans une de nos dernières rencontres. Je suis aussi victime du syndrome de l'imposteur. Je suis toujours étonné de me retrouver dans des situations que je n'avais pas ni envisagées, ni cherchées. Je considère que j'ai eu un triple défi dans cette présidence. D'une part, je souhaitais être digne de la confiance que M. Ayrault me donnait en me nommant comme président de ce conseil de développement. Le deuxième défi, c'était de maintenir le niveau du conseil, niveau atteint et reconnu au niveau national pendant la présidence de Jean-Joseph Fréjean. Et maintenir la philosophie qu'il avait lui-même définie pour les conseils de développement. Il ne pensait pas seulement au conseil de Nantes, mais à tous les conseils de développement, en disant « ça ne doit pas être des institutions, mais des respirations ». Et on a essayé de faire ça tous ensemble.
Et j'avais aussi ce souci d'être reconnu par les autres collègues, les autres présidents des conseils de métropole dans le cadre du réseau national. Et j'ai eu cette première épreuve de reconnaissance en septembre 2010, peu après ma nomination, puisqu'on avait réuni à Nantes les conseils des grandes métropoles de France. Et à la fin de mon intervention, l'un d'entre eux a dit Jean-Joseph Régent n'est pas mort, ce qui m'a donné le moral pour la suite, si je puis dire. Voilà, le deuxième moment fort, ça a été les 10e rencontres nationales des conseils de développement à Nantes. Nantes avait organisé 10 ans avant déjà les rencontres nationales. Et en 2013, nous avons organisé les 10e rencontres qui ont été les plus importantes jamais réalisées en France. Il y a eu plus de 600 personnes. Une brochette d'invités prestigieux, je vais les citer sans détailler. Jean-Paul Delevoye, Dominique Cardon, Loïc Blondiot, Thierry Pêche, Jean Viard, Cynthia Fleury, Olivier Mongin, excusez du peu. 2 anecdotes juste concernant cette importante manifestation. J'avais eu le souci de chercher des partenaires pour financer cette importante manifestation qui coûtait relativement cher, même si la métropole était évidemment là pour nous soutenir. Et j'avais trouvé des partenaires financiers qui nous apportaient à peu près 10 000 euros. Mais la difficulté, c'est que la collectivité ne sait pas encaisser des partenariats. C'est contraire à sa philosophie. Elle sait inscrire des dépenses, solliciter des subventions ou des recettes, mais un partenaire privé qui apporte un financement, elle ne sait pas faire. Ça nous a compliqué la vie plus qu'autre chose. Mais c'est un souvenir particulier de cette grande manifestation, avec une deuxième petite anecdote, une intervention il n'est pas là ce soir, donc je peux en dire un mot, Ronan Dantec, qui nous expliquait combien il était important de voir le nombre de saumons qui remontaient la Loire augmenter, et qu'il s'en félicitait puisqu'il y avait une croissance de ce nombre de saumons. Et dans mon intervention, je m'étais permis de lui dire que plutôt que la santé des saumons, il fallait qu'on se préoccupe déjà de la santé des habitants du territoire, ce qui l'avait fait sourire. Je vais terminer pour dire, j'en dirai pas beaucoup parce qu'ils m'ont donné la consigne de pas trop parler à ce sujet-là, mais je voudrais terminer en soulignant d'abord que je n'aurais pas pu relever ces défis sans vous, les membres du Conseil, mais surtout sans Gabriel et Brigitte, qui sont les chevilles ouvrières J'y suis pour rien, Gabriel. Tu m'avais demandé de ne pas trop en faire. Je n'avais pas fait beaucoup. Mais je voudrais juste dire que travailler avec des gens comme ça, c'est un vrai bonheur. Vous savez, dans la vie professionnelle, j'ai croisé des gens, dont certains que j'appelais les apporteurs de problèmes. C'est-à-dire que vous aviez un collaborateur, vous lui confiez une tâche, et il venait vous voir le lendemain en disant c'est bien, mais alors, monsieur, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, vous essayez de l'aider à résoudre cette difficulté. Il repart. Et vous êtes sûr que le lendemain, derrière la solution qu'on avait apportée, il y a un autre problème qui aboutit. Et donc, qui arrive. Donc, ces apporteurs de problèmes sont des gens un peu difficiles. Et Brigitte et Gabriel, c'est des apporteurs de solutions. L'apporteur de solutions, c'est celui qui vient vous voir avec éventuellement une difficulté ou un problème, mais qui vient avec les solutions et qui vous laisse à vous le choix de décider si on prend celle-là ou si on prend celle-là. Donc vraiment, merci Brigitte, merci Gabriel, ça a été un bonheur de travailler avec vous. Voilà, j'arrête là pour ne pas en faire de trop. Ben, si. Si ma carrière n'était pas terminée, j'aurais pu demander une augmentation de salaire, mais
je m'offre un extra ce soir puisque je suis vraiment à la fin de ma carrière. Donc moi, mon travail n'est éventuellement d'écrire des discours, mais pas de les prononcer. Je fais partie des plantes qui poussent plutôt dans l'obscurité. Donc, mais je m'offre quand même cet extra ce soir pour évoquer le conseil, mais de manière peut-être un peu personnelle. Enfin, peut-être une observation d'abord, peut-être aussi un regret. J'ai ouvert l'entreprise Conseil de développement il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je pars en la fermant sans que le repreneur soit forcément encore connu. Donc quelque part, quand on ne transmet pas, il y a toujours un petit quelque chose qui reste là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais mes états d'âme n'intéressent que moi et je vais pas insister là-dessus. Moi, je voudrais évoquer le conseil à partir de trois individus. Enfin, pour dire ce que j'ai vécu dans cette expérience. Alors, il y a plein de gens que je connais ici et dont je pourrais parler largement, mais je vais en parler de trois. Donc, le premier, Philippe en a déjà parlé, c'est Jean-Joseph Régent, évidemment. Alors, certains ici savent peut-être même pas qui il était, parce que ceux qui sont trop jeunes, mais pour moi, ça a été sans doute une des plus belles rencontres de ma carrière, en tout cas. On n'avait aucune raison de se croiser, on n'évoluait pas du tout dans les mêmes univers, on n'avait vraiment rien à voir l'un avec l'autre, mais pourtant, il s'est passé quelque chose. Le souvenir de Jean-Joseph Régent, c'est d'abord un souvenir intellectuel, parce que j'ai passé des heures dans son bureau à discuter de telle ou telle lecture, de tel ou tel livre qu'il aurait fallu avoir lu d'urgence, du conseil qu'il voulait faire bouger à peu près sans arrêt. Tous les 15 jours, il avait une nouvelle idée pour faire bouger le conseil. Et puis de Kervégan, qui était sans doute son fils préféré dans toute cette histoire. Le souvenir de Jean-Joseph Régent, ça a été aussi un souvenir douloureux, parce que j'ai accompagné les dernières années de sa vie, et j'ai vu les ravages que la maladie pouvait faire petit à petit, à la fois intellectuellement et physiquement, et c'était quand même quelque chose d'assez dur. Ça a été un souvenir heureux aussi, hein. Brigitte s'en souvient, c'était le temps du reuilly et du Sancerre frais dans le jardin de la rue Massenet. Donc Jean-Joseph avait d'excellents fournisseurs de vin de Loire, et on a passé quelques moments qui étaient plutôt intéressants là-dessus. Jean-Joseph, ça a été un Nantais vraiment jusqu'au bout des ongles. Enfin, il a défendu sa ville partout où il était. Moi, je l'ai vu dans toutes les rencontres à l'échelle nationale. Il a vraiment défendu Nantes à un point très très important. Et plus de 12 ans après sa mort, alors je me répète toujours un peu chaque année, mais je pense qu'il mériterait l'hommage de la métropole. Alors je ne sais pas s'il faut donner un nom de rue, un nom d'équipement, quelque chose, mais je pense que Jean-Joseph Régent mériterait quand même quelque chose. Alors chaque année, je fais un petit post Facebook sur le sujet. J'ai vu que cette année, j'avais eu le soutien de Brigitte Hérault, donc je me dis que peut-être que les choses sont en bonne voie. Un mot aussi sur Philippe Audic, parce que du coup moi je vais me permettre d'être un peu plus long que toi sur le sujet, mais qui a été le second président du Conseil, donc on se connaissait déjà avant et tu faisais partie des proches de Jean-Joseph. Alors avec Philippe, j'ai apprécié à la fois la facilité, la qualité du contact et puis une forme d'humour, on va dire anglaise un peu. Alors, quand on regarde Philippe, on l'imagine mal monter sur la table et chanter des chansons paillardes. C'est pas tout à fait son style, mais il sait assez bien glisser un trait d'humour dans un propos. J'en connais quand même quelques-unes, mais je vous épargnerai ça. Bon, on peut après, si tu veux. Mais et en plus, c'est un admirateur de Pierre Dac. Donc, quelqu'un qui aime Pierre Dac peut pas être foncièrement mauvais sur ce plan-là. Philippe fait partie de ceux qui ont eu un engagement pour le territoire, franchement, qui est hors du commun. Alors, je peux pas tout citer. Entre les rendez-vous de l'herbe, je pense que c'était ton bébé préféré, mais le CCO, le Césaire, Polytech, des responsabilités économiques, la revue Place Publique, j'en oublie d'autres. Son action était vraiment déterminante dans plein de domaines. Alors, à mon avis, et là encore, comme je suis en fin de carrière, je me le permets, ça n'engage que moi. Je pense qu'il n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'il méritait. Je veux pas de nom de rue, hein. Non, mais je vois toutes les semaines des gens à qui on aggrave des trucs là sur la veste. Je me dis peut-être que quelqu'un aurait pu un jour penser à faire un dossier pour toi. Ça aurait pas été complètement idiot. Mais bon, voilà, ça n'engage que moi. Johanna Roland a rendu hommage au moment du Conseil du 8 octobre. Je pense que c'était bien qu'elle le fasse. Enfin, en tout cas, on travaille ensemble depuis 2009. Ça a toujours été un plaisir. Je crois qu'on s'est toujours compris à peu près à demi-mot. Je pense qu'on ne s'est même jamais engueulé finalement.
Avec Jean-Joseph, des fois, c'était plus compliqué. Et je crois qu'il a conduit le conseil de développement exactement comme il le fallait dans cette période-là. Donc ça, c'était mon deuxième personnage. Alors, je vais terminer avec le troisième. Alors, le troisième est sur un autre registre. Le troisième s'appelle Brigitte Simon. Philippe en a parlé. Ne te cache pas derrière ton masque, Brigitte. Alors, j'ai toujours dit, mais c'était pas une plaisanterie, qu'en fait, le conseil reposait en fait sur elle. Parce qu'elle a travaillé pendant toutes ces années au-delà du raisonnable. Et on a tourné à l'époque à un rythme de 2-3 réunions par semaine qui se terminaient rarement avant 20h. Elle a porté sur ses épaules l'organisation des rencontres nationales en 2002 avec 300 personnes, en 2013 avec plus de 600. Et tout ça quasiment sans aide extérieure. Elle a réalisé elle-même tous les documents du conseil, sans prestation graphique extérieure, gérer le site internet, l'organisation, les budgets, etc. Quand on me demandait son profil de poche, je disais c'est un 4x4. Tout terrain. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ce genre de véhicule est plus tout à fait dans l'air du temps, donc je pense qu'il faut changer l'expression, mais je pense que Brigitte Simon, c'était vraiment ça, c'était cette capacité à s'adapter à toutes sortes de. Enfin bref, elle a été sur le pont en permanence, et tous ceux qui ont participé au conseil le savent bien, enfin, la connaissent depuis longtemps. Mais elle fait partie de ceux qui ne sont pas mis en lumière, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas, alors qu'ils sont indispensables, ce qu'on appelle c'est le back-office de la société, dont Denis Maillard parle très bien et qu'on avait invité au conseil sur ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est des tas de gens, on passe devant sans les voir. Je connais un certain nombre d'importants de la métropole qui sont passés devant sans la voir ou même sans la saluer. Alors je ne parle pas de Basset Massé ni de Thierry Violent que j'ai aperçu, qui sont de parfaits gentlemen comme chacun sait, mais d'autres, des tas de gens ne voyaient pas, parce que c'est vraiment le back-office, quoi. C'est comme on va au resto, il y a un serveur, on le rencontre dans la rue 10 minutes après, on n'est pas capable de le reconnaître. Et ça, je pense que les gens comme ça sont en général assez mal traités. Elle n'a pas eu beaucoup de promotion pour ce travail, mais bon, la vie est injuste. Aujourd'hui, elle a trouvé un nouveau poste au sein de la métropole, et je pense que c'est plutôt bien. Alors, on se connaît tous les deux effectivement depuis très longtemps, puisqu'on travaillait déjà ensemble avant le conseil de développement. On doit avoir 35 ans de travail commun au compteur, donc on est un peu les anciens combattants de l'intercommunalité. Je crois même qu'on doit être les deux plus anciens rescapés encore en exercice de l'époque du ciment et du district. Mais bon, c'est des états de service de vieux soldats, donc ça ne tient pas beaucoup aujourd'hui, parce que le ciment et le district n'évoquent plus grand-chose à personne. Et d'ailleurs, il y aurait besoin d'écrire des choses sur le sujet, parce que cette histoire de l'intercommunalité de cette période-là a été un peu oubliée. Enfin bref, Brigitte Simon, elle n'aura jamais d'hommage officiel, elle n'aura jamais la Légion d'honneur, elle n'aura pas de mérite, de l'ordre du mérite, j'entends. Mais elle mérite franchement vraiment bien votre reconnaissance, parce que pour tout ce qu'elle a fait. Alors, juste un détail pour terminer, puis après j'arrête. On a failli tous les deux passer à la postérité finalement, parce que Jean-Joseph Régent était aussi artiste à ses heures. Il sculptait, il peignait, etc. Et il avait décidé de réaliser un tableau pour chacun de nous. Alors nous, on était très fiers, évidemment. On se disait, ça va être sur les cheminées, au-dessus des cheminées de nos petits-enfants d'ici quelques années, mais tout était prêt, les photos, les croquis, le matériel, mais la maladie l'a rattrapé à ce moment-là, et il n'y a pas eu de tableau. Mais on est passé vraiment à ça, quoi. On va avoir un petit moment d'échange, mais je voudrais commencer par demander à Jean-Marc Ayrault s'il veut bien nous dire un petit mot de la manière dont il a vu... vous pouvez venir devant, Jean-Marc, dont il a d'abord décidé la création de cette conférence consultative d'agglomération qui était un conseil de développement avant l'heure, puisque les conseils n'existaient pas. Et Nantes a été un des précurseurs dans sur la question de la participation citoyenne. Voilà, vos relations avec Jean-Joseph, et puis merci. Après, on pourra échanger et vous pourrez intervenir si vous avez envie. Bon, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. C'est le moment des hommages, des remerciements, et c'est
parfaitement légitime parce que en 25 ans, on peut mesurer le chemin parcouru et il est exceptionnel et extrêmement riche. Philippe Audic, qui a présidé votre conseil, l'a dit et bien dit. Et puis il y a le témoignage de Gabriel Vitré avec le soutien de Brigitte Simon que vous avez rappelé. Et moi, je voudrais souligner un point. Vous dites peut-être qu'on ne sait plus qui était Jean-Joseph Régent. On ne sait plus que le ciment était la première forme d'intercommunalité dont vous êtes un des derniers animateurs. Et qu'après, il y a eu le district. Après, il y a eu la communauté urbaine Nantes Métropole. Je pense que c'est important quand même qu'on garde la mémoire de tout ça. Que cette histoire soit écrite, qu'elle soit expliquée, qu'elle soit présentée. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Hein. Ça ne vient pas de nulle part, ce qu'on est devenu. Ça vient de quelque part. Et c'est pas parce qu'on a l'impression que tout ça est simple, que ça a toujours existé, que Nantes a toujours été une métropole forte et dynamique et attractive. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des périodes extrêmement difficiles, puis il y a toujours des avancées, des stagnations, voire des reculs. Donc il faut sans cesse recommencer. Et pour savoir où on va, il faut savoir aussi d'où l'on vient. Et donc je crois que c'est important quand même de rappeler ça. Juste quelques mots pour prolonger la question de Philippe. Moi j'ai été élu maire en 1989, Patrick Maréchal était avec moi, on a fait beaucoup de choses ensemble, je salue sa présence, hein, et puis celle de première adjointe Johanna Roland qui n'a pas pu venir, mais Bassé Massé, donc il y a aussi nous avons une histoire commune et qui est très très riche. Puis Patrick, c'est ensuite le département, le conseil départemental, enfin général et départemental, puis le conseil de développement, puisque tu as aussi été président du conseil de développement. Donc moi j'ai été élu en 89. Il ne faut pas oublier qu'on était dans une période difficile. C'était 2 ans après la fermeture des chantiers navals, de nombreuses industries, Nantes était en déclin. Je dis ça en quelques mots, hein, on va résumer tout ça. Et il y avait un défi considérable, c'est comment on va remonter la pente, comment on va repartir, comment on va se projeter dans l'avenir, comment on va retrouver confiance. Et pas être simplement dans la plainte et la consternation. C'est-à-dire il fallait vraiment... Nantes perdait des habitants. Et puis son attractivité était très, très faible. Ça donnait une image qui n'était pas celle de son histoire. Et donc, dès le départ, on a bien pris conscience qu'on ne s'en sortirait pas si on n'associait pas le maximum de gens. On parle beaucoup de démocratie participative, de co-construction, de co-développement, enfin, tous ces mots sont à la mode. Mais en réalité, ce n'est pas complètement nouveau. On a déjà inventé ces choses-là et réinventé, on les revisite aujourd'hui. Mais en tout cas, la conviction que nous avions, c'est qu'on ne pouvait pas s'en sortir si on ne redémarrait pas avec le maximum de force, qui étaient les forces existantes de l'époque, hein, économiques, sociales, culturelles, syndicales et associatives. Donc il n'y a pas eu un projet de cette époque qui n'a pas été passé au crible de la participation, que ce soit sur les grandes stratégies, que ce soit sur la vie des quartiers. Donc on a déjà mis ça en place, les conseils de quartier, etc. Je ne reviens pas sur tout ça. Mais il est vrai que la dimension d'agglomération des politiques publiques à l'époque était assez faible. Nous avions du retard, un grand retard. Il n'y avait pas de communauté urbaine, ce qui était pourtant le cas dans la plupart des grandes agglomérations françaises. On avait un syndicat intercommunal à vocation multiple. Je ne sais pas si vous voyez, c'était la plus petite structure possible. Et qu'on avait mis en place avec Alain Chénard. On avait réussi à trouver un consensus. Il y avait tellement de peur de faire quelque chose ensemble où la ville-centre écraserait tout le reste que on a été obligé de faire un minima. Mais évidemment, on avait conscience qu'on ne s'en sortirait pas si on en restait à ce stade. Donc très vite, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une dynamique d'agglomération ? Et là, après tous les échanges politiques que nous avions en permanence, très vite est apparu qu'il fallait mettre dans le coup la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Bien sûr, continuer le dialogue entre les municipalités, les maires des différentes communes de cette agglomération, mais aller vers la société civile et lui donner un rôle particulier. Donc c'est là que j'ai fait cette proposition, avant toute existence juridique des conseils de développement, de mettre en place une conférence consultative d'agglomération. Et naturellement, je me suis tourné vers Jean-Joseph Régent. Pourquoi Jean-Joseph Régent ? Parce que Jean-Joseph Régent avait mis en place un club
qui est devenu l'Institut Kervégan, qui existe toujours, et où il avait senti qu'il était nécessaire de mettre autour de la table un certain nombre de personnalités pour commencer, en élargissant au fur et à mesure du monde économique, de la culture, de la science. Je ne veux pas oublier le rôle d'une université dans une ville, dans une métropole, c'est fondamental. Et celle de Nantes était très peu associée au destin et à l'avenir de cette cité, parce que l'université était très jeune, très récente, ça datait des années 60. Donc on n'avait pas cette habitude, cette pratique qu'on a aujourd'hui, où l'université est associée, elle joue un rôle moteur. On en mesure toute l'importance. Et les villes qui n'ont pas d'université ont bien plus de difficultés que les autres. C'est le monde de la recherche, enfin c'est la relation avec le monde économique, le monde culturel, bref. Et donc, Jean-Joseph Régent a été le premier président de cette conférence, puis ensuite, la loi Voynet, on a transformé cette conférence en conseil de développement. Un des premiers thèmes sur lesquels moi j'ai sollicité, parce que Jean-Joseph Régent était très attentif au fait que le conseil, la conférence consultative, puis le conseil de développement puissent s'auto-saisir sur un certain nombre de sujets, ce qui est parfaitement légitime. Mais on était d'accord que la municipalité, puis l'agglomération, solliciterait le conseil de développement sur un certain nombre de questions pour recueillir l'avis de la société civile. Et c'est ce qu'on a fait régulièrement, que vous avez fait. Vous avez produit énormément de rapports extrêmement riches et très utiles, qui ensuite peuvent être mis en débat. Mais ils étaient eux-mêmes issus de débats. Le premier thème, c'était l'avenir institutionnel de l'agglomération. Est-ce qu'on pouvait en rester à cette structure intercommunale aussi, à minima du ciment ? Évidemment, très vite, un consensus est sorti de ces débats, mais ce n'était pas si évident que ça. Il y avait des résistances. Il y avait des communes qui disaient non, pas de communauté urbaine, il faut faire encore un minima, la communauté d'agglomération. Donc en fait, le consensus, il est sorti du conseil de la conférence consultative, devenu conseil de développement, et il a aidé à la décision politique. Il a aidé à créer un consensus politique aussi. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Pierre Rosan-Vallon a écrit des livres formidables, il continue d'en sortir encore, sur la question des limites de la démocratie représentative. Il ne s'agit pas de l'abandonner, de la faire disparaître. Elle est indispensable, c'est la légitimité par le vote, mais elle ne suffit pas. Et donc il faut inventer des formes nouvelles. Et personne n'a à craindre de ces formes nouvelles. Alors c'est vraiment parfois contraignant, ça va demander plus de temps. Mais ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner. Surtout quand on essaie ensemble de poser ou de se poser les bonnes questions. Donc des questions, on va dire, stratégiques. Bon, le volet institutionnel, ça ne fait pas tout, mais c'était quand même très important. Qu'est-ce qu'on va se donner comme outil pour porter un projet ? Et donc un des autres thèmes sur lesquels la conférence consultative puis conseil de développement était sollicité, c'était le projet 2005. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait, j'employais souvent cette formule, voir loin et agir près. Il ne faut pas opposer la perspective, la vision qu'on peut avoir pour un pays, pour un pays comme pour un territoire, et en même temps la nécessité d'être proche des gens, de traiter les problèmes du quotidien. Si on pense que le politique du quotidien va remplacer un projet global, on se trompe lourdement. On dit toujours, mais la politique ne s'occupe pas des gens, de leurs problèmes de tous les jours. Bien sûr, si elle ne fait pas ça, elle ne fait pas son boulot. Mais si elle ne trace pas un chemin pour l'avenir, elle ne fait pas non plus son boulot. Ça donne du sens. Et ce sens, c'est aux politiques d'en fixer les grands objectifs quand ils se présentent aux élections. Mais l'élection, elle ne fait pas tout. Je dirais, avant l'élection, tout commence, mais après l'élection, tout recommence. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver ? Et donc cet outil est indispensable. Alors bien sûr, je vais terminer là parce que sinon je vais vous parler pendant des heures et j'aurai beaucoup de choses à raconter, mais surtout, il faut continuer dans cet esprit, dans cette direction, tout en réinventant les choses. C'est parfaitement légitime. Philippe Audic l'a très bien dit. Et à chaque fois, il faut réadapter les outils. Mais le fond ne change pas vraiment. En tout cas, la nécessité d'agir collectivement, de faire participer le plus grand nombre, de sortir de ce que vous avez très très bien décrit dans votre propos, c'est-à-dire de l'addition des individualismes, des revendications individuelles, qui quand même ça a tendance à s'accentuer au profit, au détriment d'un projet collectif. Alors, il ne faut pas opposer non plus les besoins individuels ou familiaux à des besoins collectifs, mais il faut quand même articuler tout ça.
Et s'il n'y a pas d'espace de débat, de controverse, c'est la démocratie qui ne fonctionne pas. Et la démocratie, vous voyez bien, à chaque étape, elle peut être mise en danger. En ce moment, on a à cette période où c'est un peu compliqué, on tombe vite dans les simplismes et les caricatures, la polarisation de ce qui ne sont pas des débats, hein, mais des postures, et il faut y faire attention. Donc là, il y a un creuset, vous en êtes, vous y avez participé, vous y avez contribué. Moi, j'en profite, hein, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais je vous dis vraiment bravo et surtout merci. Puisque j'ai été cité comme aimant Pierre Dac, je vais vous donner une formule de Pierre Dac que je reprends souvent, Pierre Dac disait « Celui qui ne sait pas où il va est toujours surpris d'arriver ailleurs ». Je propose à Bassem de faire aussi une petite intervention, notamment par rapport au futur, peut-être, puisque il y aura un conseil de développement nouveau bientôt. Merci Philippe. Oui, je vais peut-être me mettre là, ça m'évitera de tomber avec le... Merci Philippe, merci à toutes et à tous. En fait, je vous présente d'abord les excuses de Johanna Roland qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, ainsi que les excuses de Christelle Sciotto. Christelle qui est donc vice-présidente chargée à la métropole du dialogue citoyen et donc de ce que on va faire ensemble pour l'avenir s'agissant du dialogue citoyen à la métropole et en particulier au travers du Conseil de développement et de son évolution. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous, vous qui avez participé aux travaux durant ces 25 dernières années, pour certains il y a 25 ans, pour d'autres plus récemment, puisqu'en fait ce sont ces travaux, comme Jean-Marc Ayrault vient de le décrire, qui ont permis de faire éclore, qui ont aidé à faire éclore la métropole nantaise telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans ses différentes étapes administratives et puis dans sa réalité aujourd'hui. Et puis également par la suite, c'est grâce à vous que se sont inscrits un certain nombre de sujets à l'agenda de la métropole. Alors je pense en particulier par exemple à ce que vous avez pu faire au niveau du sport de haut niveau. Alors là j'évoque un sujet qui a été fait avant que moi je sois élu et donc ça c'est un élément important. Rajouter une prérogative dans une métropole comme celle-ci, c'est aussi évoluer et s'adapter et s'ajuster par rapport aux besoins des habitants, par rapport aux besoins des citoyennes et des citoyens dans une métropole comme la nôtre qui évolue. C'est une forme d'organisme vivant. Je pense aussi au rôle, et pour le coup au rôle personnel que Philippe, vous avez pu tenir durant ces dernières années, notamment sur le grand débat autour de la question de la Loire. Comment Nantes se tourne à nouveau vers la Loire, comment elle développe un certain nombre d'activités et comment elle recrée son lien avec la Loire. Ça fait partie de ces grands débats qu'on a fait dans le dernier mandat métropolitain et dans lequel, donc c'est un grand débat dans lequel Philippe a joué un rôle majeur. Et puis en dernier, je voulais citer cette question de la citoyenneté métropolitaine, puisque moi, personnellement, la première fois que j'ai entendu le terme, c'était dans le cadre des travaux que vous avez faits. Il y avait un groupe de travail, je crois que Jean-Yves y participait avec beaucoup d'autres. Et cette question de la citoyenneté métropolitaine, finalement, ça peut paraître quelque chose d'abstrait, mais au final, si on regarde ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui sur les 200 ou 300 dernières années, c'est quand même le fait que nous ne sommes pas simplement des individus, mais nous sommes des citoyens. Alors nous sommes des citoyens de la République française, nous sommes des citoyens de cette ville, et donc en ce qui concerne cette ville, nous sommes aussi citoyens de la métropole, et cette citoyenneté métropolitaine que vous avez poussée, promue, que vous avez réfléchi, vous y avez réfléchi longuement, et ben aujourd'hui elle aboutit à quelque chose qui est acté, qui est prise en compte par la métropole, et pas juste comme ça un élu ou deux élus, ceux qui s'intéressent à la question de la démocratie locale, etc. Non, ça a été admis, accepté par l'ensemble des élus, je crois même à l'unanimité si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est aujourd'hui rentré dans la logique même de la métropole au travers de ce pacte de citoyenneté métropolitain qui a été voté il y a quelques mois, et il y a quelques semaines même, et qui va permettre aussi de faire évoluer le Conseil de développement tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'il fera évoluer avec vous qui êtes aujourd'hui présents, qui souhaitez peut-être continuer à vous y investir, avec d'autres personnes qui ont pu être embarquées dans cette aventure, notamment parce qu'on en a parlé au moment du vote du pacte de citoyenneté, et donc c'est ce qui permet, j'en vois quelques-uns dans la salle, c'est ce qui permettra aussi de s'assurer que
que finalement cet arbre qui grandit, il s'appuie sur au sol grâce à ses racines, mais il pousse, et donc il y a une certaine évolution qui permettra à ce lien entre la société civile et la puissance publique de continuer à avancer ensemble, puisque, comme Jean-Marc l'a dit à l'instant, la démocratie représentative toute seule, elle peut beaucoup de choses, et heureusement. Et heureusement, mais elle a aussi besoin de s'appuyer sur une autre forme de légitimité, qui est celle de la connaissance du territoire, de la connaissance des besoins des habitants du territoire au plus près, au quotidien, mais aussi dans la durée. Et c'est ce que vous avez fait depuis la création de ce conseil. Et donc voilà, je voulais juste simplement vous dire que ce pacte de citoyenneté va permettre de continuer à travailler sur la question de l'anticipation, de l'avenir, de la prospective, de la promotion du débat public. Vous l'avez fait, vous le faites depuis toujours. Avant d'être élu, j'ai eu l'occasion j'ai su que vous existiez simplement parce que j'ai participé à une des émissions, comme je les appelais à l'époque, questions publiques que vous organisez. Et donc c'était quelque chose qui pour moi était extrêmement important dans la création du débat public, loin de la polarisation. À l'époque, on parlait pas encore de polarisation, mais c'est a fortiori nécessaire et utile aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose qui contribue à la promotion du débat public. Troisième mission de l'idée de pacte de citoyenneté, c'est le repérage des initiatives citoyennes. Beaucoup de choses se font sans nécessairement que la puissance publique soit au courant, soit consciente. Et donc, l'idée aussi de s'appuyer sur la société civile, c'est aussi de pouvoir, au travers de vous, tous et toutes, de capter ce qui se passe sur le territoire de manière à voir comment ça peut se généraliser, comment plus de monde peut en bénéficier. Et puis, quatrième point, c'est le soutien à la fonction d'interpellation. Alors, le terme peut paraître un peu compliqué, et c'est simplement l'idée de se dire que quand des citoyens ont quelque chose à dire, et bien qu'il y ait quelque chose qui leur permette, un canal qui leur permette de remonter leurs demandes, de remonter leurs besoins, de remonter leurs idées, les opportunités qu'ils identifient pour le bien public, pour l'intérêt public. Et donc voilà ce que pourrait être l'avenir de ce conseil de développement de Nantes Métropole, avec vous, avec ceux qui vont se joindre à vous au fur et à mesure qu'on avance. Et puis je voulais également vous remercier tous les deux, donc Brigitte et Gabriel, pour le travail effectué sur scène et dans les coulisses. Et puis j'espère que vous allez quand même continuer à vous engager pour la ville. Je pense que vous avez certainement déjà des projets ainsi que Philippe, pour la ville et pour la métropole. Et donc merci à toutes et à tous, vous qui avez participé, vous qui avez animé, et puis voilà pour ce soir. Merci. Voilà, merci messieurs pour vos apports. Je pense que peut-être certains parmi vous ont envie de s'exprimer. Je voudrais saluer d'abord la présence de Jean-François Caillat, qui est président du Conseil de développement d'Angers, qui a fait l'effort de venir nous saluer ce soir. Donc merci à lui. Il y en a d'autres. Il y a François-Xavier Lamotte aussi qui est présent. Mais vous êtes tous membres du Conseil, vous avez tous travaillé au sein du Conseil, donc si vous avez envie d'exprimer quelque chose, c'est le moment, sinon on va boire un coup ensemble. Oui, bonjour à tous, donc moi je suis Yves Robin, et donc je 2 ou 3 mots aussi par rapport à ce Conseil de développement dans lequel je me suis installé en 2008, parce qu'effectivement j'ai été dans un conseil de quartier du côté du Bray-Malville, et puis après c'est vrai que j'avais des idées, mais je me demandais par quel canal les diffuser. Alors de temps en temps je chroniquais dans un forum de Ouest France, certains ont dû en lire quelques-uns. Et puis c'est vrai qu'un jour aussi j'ai discuté avec Jean-Marc Ayrault, et on parlait du triptyque élu, citoyen, technicien. Et c'était autour de ça. Donc, le citoyen avait sa place dans cet échange entre élu et technicien. Et donc, c'est à la faveur de ça. Et en plus, ici, l'avantage par rapport à d'autres endroits que je connais, c'est le citoyen volontaire qui a sa place en premier. Bon. Et c'est ça qui est important, parce que dans beaucoup de structures, c'est encore un représentant de tel organisme. Et là, donc, du coup, c'est par l'intermédiaire de Gabriel Vitry, bien sûr, que j'ai pu candidater, en somme, à la fonction de citoyen volontaire. Donc voilà ce que je voulais dire.
Merci Yves. Et il y a Stéphanie, je crois, qui représente le Conseil de développement de la Loire-Atlantique. Oui, bonsoir. Effectivement, je travaille au Conseil de développement de la Loire-Atlantique, imaginez-la. Mais je voulais prendre la parole de par une ancienne vie professionnelle et vraiment saluer le travail de Brigitte, Gabriel et Philippe, parce qu'on a... j'étais à l'époque directrice d'Unicité, et voilà, vous dire que les travaux du Conseil de développement, c'est aussi des prises de risques assez folles. Je me souviens à l'époque, on était en 2013 et on avait fait le choix de faire rencontrer chacun des candidats qui étaient candidats aux élections municipales de 2014 aux jeunes volontaires. Un speed dating. Un speed dating, voilà. Avec toutes les têtes de liste. Et toutes les têtes de liste, vraiment toutes avec en face à face avec des jeunes, donc une belle prise de risque pour le Conseil de développement, et ça a été vraiment un gros moment pour Unicité, pour les jeunes, et pour justement développer un peu leur libre arbitre et leur conscience citoyenne. Donc voilà, vous dire que c'est aussi ça le Conseil de développement, et bravo à tous les trois. Voilà. Merci. J'ai pas signalé la présence de Luc Barret. Alors, il était président du Conseil de développement d'Erdre et l'Estuaire et Sillon, pardon. Mais il a pris un peu de distance, mais il est quand même là. Merci à lui d'être présent. Xavier Lamotte est président du réseau départemental des conseils. Voilà. Est-ce qu'il y a encore... Oui. Gérard. Oui, bonsoir, Gérard Bourgoin. Le pacte de citoyenneté, en première lecture, me ressemblait à une usine à gaz. Ce que j'ai peur dans cette affaire, c'est que les apporteurs de solutions ne soient pas dans les gens qui seront désignés par Nantes Métropole. C'est ça mon inquiétude, c'est de se dire quelle ouverture. Vous avez parlé des personnes du Conseil de développement comme s'ils étaient encore actifs dans le pacte de citoyenneté. J'ai très très peur qu'ils en soient éloignés pour toujours. Bon, on ne va pas demander de réponse, mais on prend la remarque. Françoise Brûle-Port. Bonsoir. Je suis arrivée au Conseil de développement en 2008 de façon un peu particulière parce que je faisais partie du Conseil consultatif de quartier du centre-ville et du fait d'un déménagement de l'autre côté de la rue La Mauricière, j'ai été parachutée au Conseil de consultatif de quartier de Zola-d'Hervalières dont j'avais rien a priori puisque ces quartiers m'intéressent aussi, mais je n'y vivais pas, je n'y faisais rien, donc je n'y trouvais plus ma place. Et à ce moment-là, il y a eu un article dans Ouest France où le Conseil de développement cherchait des participantes. Donc j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. J'ai été reçue par Gabriel. Je me rappellerai toujours de notre entretien et l'intérêt qui a fait que je sois donc retenue pour participer aux travaux du Conseil de développement. Et j'y suis restée pour l'accueil que j'y ai eu et pour la liberté d'expression dont je veux témoigner, parce que il y a d'autres conseils de développement qui n'ont pas eu la même chance que nous pour ça. Et ça, je l'ai su lors des rencontres des conseils de développement à Nantes. Et je tenais vraiment particulièrement à dire que ça, c'était extrêmement positif pour un citoyen d'avoir sa parole écoutée. Voilà, on ne pourra pas dire que Gabriel n'a pas essayé de féminiser le Conseil de développement. La preuve est donnée. Oui, Jean-Albert. Moi, je voudrais intervenir pour dire, j'ai rejoint le Conseil de développement, enfin par des voies parallèles, enfin je ne sais pas très précises, mais enfin le président Philippe m'avait accueilli après avoir perdu mon papier, mais on s'est retrouvés, c'est l'essentiel. Et au cours des quelques années dernières où j'ai participé aux travaux à ma manière, je dois dire que le Conseil de développement m'a permis de prendre conscience en tant que citoyen de la vraie réalité du Conseil communautaire, prendre conscience que l'intercommunalité
comme Philippe l'a dit, n'est pas élue démocratiquement. Elle est désignée par des copains élus, hein, des différents conseils. Mais enfin, là-dessus, on n'y reviendra pas. On a dit ce qu'on pensait, donc c'est terminé. Bon, ceci étant dit, le conseil, la communauté urbaine, bon, elle existe, elle fait un gros travail, mais le citoyen de base, là où il est dans la communauté urbaine, et en particulier dans les zones un peu périphériques de la ville de Nantes, il souffre, parce que moi j'ai pris conscience véritablement qu'avec le Conseil de développement, on pouvait faire un certain nombre de propositions qui étaient transmises au top niveau. Mais sur le terrain, le citoyen, il sait bien maintenant qu'il y a un tas de domaines qui sont délégués à la communauté urbaine et qui ne sont plus du ressort des municipalités, si bien que le citoyen de base, il n'a pas d'interlocuteur sur le terrain. Il n'a pas d'interlocuteur au niveau de celui qui a théoriquement le pouvoir, c'est-à-dire le politique, c'est-à-dire le conseil communal. Le véritable pouvoir sur le terrain, il est entre les mains des employés territoriaux qui font la pluie et du beau temps et qui ne répondent pas devant le citoyen. Donc actuellement, le nouveau conseil, la nouvelle instance qui va être mise en place, très bien, mais qu'est-ce qu'elle va faire pour que le citoyen, on sache à qui s'adresser. Encore quelqu'un avant? Oui, bonsoir. Philippe, Gabriel et Brigitte, merci, deux merci. Un merci pour votre soutien à la création du réseau 44 des conseils de développement. Un soutien de poids et important. Et on espère que le futur conseil de développement de la métropole nantaise intégrera rapidement notre réseau 44. C'est important. Et le deuxième merci, c'est pour avoir échangé entre Erdre-et-Gèvres, parce que j'ai été président d'Erdre-et-Gèvres, et puis votre conseil de développement, je crois qu'il était important pour les deux conseils de développement de pouvoir dialoguer quelque part avec la métropole. Et ça nous a apporté, et j'espère que ça vous a apporté aussi. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Merci François-Xavier. On était déjà dans l'Alliance des territoires. Michel, devant là. Oui. Merci. Merci, Michel Jouvet. Je suis venu au Conseil il y a longtemps via l'Institut Kervégan et j'aurais faire deux petites interventions très brèves. D'abord un clin d'œil. Je suis étonné que Gabriel Vitré n'ait pas parlé de la Tour Bretagne. Ça me semble mais ce n'est pas, Gabriel, ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas anecdotique. Il faudrait faire une soirée spéciale pour la Tour Bretagne. Quand la question aujourd'hui du devenir de cette tour est complètement posée, je pense que le Conseil pourrait en débattre et aurait pu en débattre. En même temps, si on parle de la Tour Bretagne, je suis aussi étonné, que ce soit Philippe et Gabriel, je le dis très amicalement parce que on vous doit beaucoup. Je vous dois beaucoup. Que vous n'ayez pas davantage développé le triptyque Conseil, CCO et place publique. Parce que tu étais le président commun à ces trois instances, mais je crois que fondamentalement, il y avait là un pôle de débat public. On a beaucoup insisté dans les propositions pour le conseil, le futur conseil. Il y avait là un pôle important de débat public auquel maintenant l'Institut Kervégan a rejoint. Et c'est une très bonne chose. Après, un regret et un souhait. Je trouve que ça va pas vite dans le renouvellement du Conseil. Il me semble qu'aujourd'hui, les habitants de cette métropole, avec l'ensemble des questions qui sont posées, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'identité, que ce soit sur l'écologie et sur la délinquance, osons en parler, ça manque ce pôle de débat public. Le Conseil aujourd'hui est atone, il ne peut pas être autrement. Donc c'est pas du tout une critique à votre égard, je sais que vous le partagez. Le Conseil aujourd'hui est atone. Cette métropole aurait besoin rapidement d'une instance comme le Conseil de développement, sous sa forme future sûrement, mais aurait besoin en urgence d'un Conseil de développement qui fait vivre le débat public, l'intelligence
collective, qui recherche des solutions. De grâce, allez le plus vite possible. Merci Michel. Jean-Pierre Branchereau. Merci. Jean-Pierre Branchereau, représentant du Mouvement national de lutte pour l'environnement au Conseil de développement à Nantes, mais aussi de la Fédération des acteurs de la solidarité, suppléant au Conseil de développement d'Angers. Et on a eu, il y a une quinzaine d'années, des échanges avec la ville d'Angers, avec la ville de Rennes également. Et je pense que c'est quand même une bonne idée de continuer dans cette perspective, au-delà des évolutions politiques des villes. Et je sais que ça complique les choses, c'est pas la peine de se voiler la face. Hein, mais je pense qu'au-delà de l'échelle strictement nantaise et métropolitaine, c'est l'échelle de l'Ouest à laquelle il faut penser. On va retomber, je sais bien, sur des problèmes de découpage régionaux, mais ça, ce sera pour le Conseil de développement à venir. Merci Jean-Pierre. Encore une ou deux interventions, s'il y en a, s'il y en a qui le souhaitent. Et puis on va pouvoir continuer à discuter autour d'un verre. Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel Torlasco. Je rebondis sur cette idée, effectivement, qui avait été centrale, de mettre dans la balance d'un pôle de citoyenneté métropolitaine la revue Place Publique. On a un formidable outil métropolitain de discussion, d'échange, de dialogue métropolitain et au-delà, puisqu'on voit bien que c'est la revue Place Publique et Nantes-Saint-Nazaire, mais elle a aussi des ramifications jusque dans le vignoble et à d'autres endroits. Et c'est un outil qui, à mon avis, la collectivité, la métropole et au-delà, ne doit pas la laisser tomber. C'est un véritable outil que sans doute beaucoup de territoires pourraient nous envier. Et dans un dialogue métropolitain citoyen, il me paraît avoir une place centrale. Merci Emmanuel. Je peux témoigner que la métropole nous soutient, donc j'espère que ça continuera. Il nous soutient depuis le début. Isabelle Toumain, qui représente le Césaire ce soir. Alors je représente, j'ai pas de mandat, mais effectivement, tu m'as invité à ce titre-là. Donc je siège effectivement au Conseil économique et social et environnemental. Et il y a, à propos de dialogue et de territoire, il y a une instance qui à l'heure actuelle n'est pas présente parmi nous, un siège qui n'est pas occupé, c'est celui des conseils de développement. Et je trouve, en tant que conseillère, que c'est une parole qui manque dans toutes nos discussions sur la représentation des territoires. Alors je renouvelle cette invitation puisque... Merci Isabelle, on avait beaucoup travaillé pour avoir cette place avec Patrick Maréchal notamment. Voilà. Hélas, il n'y a pas eu possibilité de désigner un représentant, mais ça viendra, je pense. Oui. Allez, dernière intervention. Bonsoir. Yves Lenné. Yves, bonsoir. Lorsque le président Régent m'avait demandé de venir, c'était aux alentours de 2002-2003, je crois. Et pourquoi ? Parce que il savait que j'avais passé une grande partie de ma vie dans les questions maritimes et portuaires. Mais j'ai deux observations qui ne sont pas forcément maritimes et portuaires. La première, je me suis toujours demandé pourquoi la presse, qui est le vecteur entre les élus et les réalisations, etc., était si peu consciente de notre travail. Et quand on pouvait voir dans la presse des observations sur les nombreux débats que nous avions et les nombreuses contributions.
La deuxième chose a trait aux questions maritimes. Et là, malgré certainement une vingtaine, trentaine de contributions que j'ai pu faire pendant ces années, je dois constater que le Conseil de développement, aussi bien que moi-même, sommes impuissants. Quand on dit qu'on retrouve la Loire, on retrouve ces rivages de la Loire, mais on ne retrouve pas le fleuve. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui se fait actuellement n'a rien à voir avec l'ambition que pourrait avoir une ville portuaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous allons publier au sein du GAELA, qui est le groupement auquel j'appartiens maintenant. Et voilà, je voulais dire ma déception, pas simplement vis-à-vis du pont transbordeur, qui est symbolique de tout cela, mais et qui a été remplacé par quelque chose qui coûte qui n'est pas encore remplacé, mais c'était symbolique. Et la question maritime et portuaire peut être aussi symbolisée par ce naufrage de cargo que nous avons pu voir Place Royale récemment. Je peux juste dire que Yves fait partie des citoyens qui ont régulièrement, alors sur les sujets qui l'intéressent, mais qui produisent beaucoup, et que la collectivité a intérêt à écouter et entendre ces productions ou à voir ces productions. Et si le futur conseil a cette responsabilité de l'interpellation de la métropole, il y a peut-être des circuits qui permettront de faire remonter un certain nombre d'idées issues du terrain des habitants. On va peut-être s'arrêter là. Je vais vous proposer de vous retourner, d'enlever le masque peut-être si vous voulez consommer, et puis de continuer à discuter un petit peu entre nous. Merci en tout cas à tous d'être venus ce soir.